Le dimanche où tout a basculé, Mathilde Bergeron portait une robe bleu marine et des chaussures qu'elle avait cirées la veille. Elle avait 32 ans. Elle enseignait le piano aux enfants de la paroisse Saint-Rémy depuis 7 ans. Elle habitait le même appartement rue Voltaire depuis toujours. Elle saluait les mêmes visages chaque matin devant la boulangerie Moreau. Elle connaissait le prénom des vieilles dames qui descendaient chercher leur pain à 6 heures, le nom des chiens qui traînaient devant la mairie, l'heure exacte où Monsieur Levasseur ouvrait son tabac. Elle croyait appartenir à cette ville. Ce matin-là, en entrant dans l'église, elle a senti quelque chose de différent. Un silence qui n'était pas celui du recueillement. Un silence qui observe, qui pèse, qui accuse. Madame Dufour, assise au 3e banc comme toujours, a détourné les yeux. Monsieur Petit, le sacristain, a fait semblant de chercher quelque chose dans son missel. Les enfants du catéchisme, ceux-là même qu'elle avait préparés pour leur première communion, chuchotaient derrière leurs mains. Mathilde s'est assise à sa place habituelle, près du vitrail de Sainte-Cécile. Elle a posé son sac à main sur ses genoux. Elle a attendu que la messe commence en fixant l'autel, comme elle le faisait chaque dimanche depuis des années. Mais cette fois, elle savait. On avait parlé. Et quand une petite ville commence à parler, elle ne s'arrête plus. La 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 la. Mathilde Bergeron était née dans cette ville. Sa mère, Eliane, avait tenu la mercerie de la rue Gambetta pendant 30 ans avant de mourir d'un cancer. Son père, ouvrier à l'usine textile, était parti quand elle avait 8 ans. Personne n'en parlait jamais, mais tout le monde s'en souvenait. Dans une ville comme Saint-Rémy-sur-Oise, on ne laisse rien tomber. Les histoires se transmettent de génération en génération, collées au nom de famille, comme des étiquettes qu'on ne peut plus enlever. Mathilde avait appris très jeune à se faire petite, discrète, irréprochable. Elle était devenue professeure de musique par nécessité, mais aussi par stratégie. La musique offrait une respectabilité tranquille. Elle donnait des cours particuliers de piano dans le sous-sol de la paroisse, préparait les enfants pour les fêtes de Noël, accompagnait les chants du dimanche sur l'harmonium. Le curé, l'abbé Marchand, l'appréciait. Les mères de famille lui faisaient confiance. Confiance. Ce mot avait une valeur immense à Saint-Rémy. Tous les mardis soirs, Mathilde dînait chez les Blanchard. Gérard et Sylvie Blanchard formaient ce qu'on appelait un pilier de la communauté. Lui, notaire. Elle, présidente de l'association des parents d'élèves. Leur maison, grande et austère, rue du Général de Gaulle, servait de centre nerveux à la vie sociale de la paroisse. On y parlait des œuvres de charité, des prochaines collectes, des scandales discrets qu'il fallait contenir. C'est lors d'un de ces dîners, 3 mois plus tôt, que Mathilde avait rencontré Thomas Guérin. Il était arrivé de Paris. 38 ans, divorcé, architecte. Il avait racheté une vieille grange à la sortie de la ville pour en faire un atelier. Les gens le regardaient avec ce mélange de curiosité et de méfiance qu'on réserve aux étrangers. Divorcé, ça voulait dire quelque chose. À Saint-Rémy, le mariage était sacré. On ne partait pas. On restait. On tenait. Sylvie Blanchard l'avait invité par charité chrétienne. « Il faut bien l'intégrer », avait-elle dit à Mathilde en disposant les assiettes. « Sinon, il va rester seul et amer. » Mathilde s'était assise en face de lui à table. Thomas avait des mains tachées de peinture et un sourire fatigué. Il parlait peu, mais quand il parlait, c'était avec une sincérité qui déstabilisait. Il ne jouait pas le jeu des politesses creuses. Il ne posait pas de questions par pure forme. Il écoutait vraiment. Après le dîner, ils s'étaient retrouvés sur le perron. L'air de novembre était froid. Thomas avait allumé une cigarette. « Vous êtes d'ici depuis toujours ?» avait-il demandé. « Oui. » « Ça doit être lourd. » Elle avait ri, surprise. « Pourquoi vous dites ça ?»« Parce que tout le monde vous connaît. Tout le monde a un avis sur vous. Vous ne pouvez jamais recommencer. » Il avait raison. Mais personne ne l'avait jamais dit aussi clairement. Au fil des semaines, ils s'étaient revus. D'abord par hasard, puis par choix. Thomas venait parfois écouter Mathilde jouer à l'église après la messe. Elle passait voir l'avancement de ses travaux à l'atelier. Il parlait de musique, d'architecture, de Paris, de cette ville qui étouffait doucement. Mathilde ne s'était jamais sentie aussi libre qu'en compagnie de cet homme qui ne lui demandait rien. Pas de performance, pas de conformité, juste d'exister.
mais elle savait que les gens observaient. Un mercredi après-midi, Mathilde donnait son cours de piano à la petite Emma Roussel, 7 ans, cheveux blonds, mains timides sur les touches. La mère d'Emma, Valérie, attendait dans le couloir, comme toujours. Quand la leçon s'est terminée, Valérie est entrée dans la salle avec un sourire contraint. « Mathilde, je peux vous parler un instant ?»« Bien sûr. » Valérie a fermé la porte derrière Emma. « Je voulais vous dire, il y a des gens qui parlent. » Mathilde a senti son ventre se nouer. « Qui parle de quoi ? De vous ? Et de Monsieur Guérin ? Il ne se passe rien entre nous. Je le sais bien, mais vous comprenez ? Lui, il est divorcé. Et vous, vous êtes visible. Les gens s'inquiètent. Pour les enfants. Pour l'image de la paroisse. » Mathilde a encaissé sans broncher. « Merci de m'avoir prévenu, Valérie. Je vous dis ça en amie. Mais ce n'était pas de l'amitié. C'était un avertissement. » Le soir même, Mathilde a croisé l'abbé Marchand devant l'église. Il rangeait des chaises dans la sacristie. Elle l'a aidé en silence. Puis il s'est tourné vers elle, les mains jointes. « Mathilde, je dois vous parler. Je vous écoute, mon père. On me dit que vous fréquentez Monsieur Guérin. Nous sommes amis. Je comprends. Mais vous savez comment sont les gens. Ils interprètent. Ils jugent. Et vous, vous êtes un exemple pour les jeunes filles de la paroisse. Vous devez être prudente. Prudente de quoi ? Je ne fais rien de mal. Je sais. Mais l'apparence du mal suffit parfois. » Cette phrase l'a glacée. L'apparence du mal. Elle est rentrée chez elle ce soir-là avec une sensation qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. Une sensation de piège. Comme si les murs de sa propre vie se refermaient lentement autour d'elle. 2 jours plus tard, Sylvie Blanchard l'a appelée. « Mathilde, il faut qu'on parle. Passe à la maison demain soir. » Le lendemain, Mathilde s'est présentée rue du Général de Gaulle. Sylvie l'attendait dans le salon, assise très droite sur le canapé en velours grenat. Elle n'a pas proposé de thé. Pas de sourire. « Assieds-toi. » Mathilde s'est assise. « Je vais être directe. Tu te rends compte de ce que tu fais ? » « Je ne fais rien, Sylvie. Tu passes du temps avec un homme divorcé, seul, dans son atelier. Les gens parlent, Mathilde. Et pas en bien. Les gens devraient s'occuper de leur propre vie. » Sylvie a levé la main comme pour calmer un enfant capricieux. « Ne fais pas l'insolente. Tu sais comment ça fonctionne ici. Ta mère le savait. Elle a passé sa vie à reconstruire la réputation de cette famille après le départ de ton père. Et toi, tu es en train de tout gâcher. » Les mots ont frappé Mathilde en plein cœur. « Je ne gâche rien. Je vis ma vie. Ta vie n'est pas qu'à toi. Pas ici. Tu représentes quelque chose. Tu travailles avec des enfants. Tu es dans l'église. Les gens te font confiance. Si tu continues, cette confiance va disparaître. C'est une menace ?» Sylvie a soupiré, comme fatiguée d'avoir à expliquer l'évidence. « C'est un conseil. Pour ton bien. » Mathilde est partie sans un mot. Le dimanche suivant, Mathilde est arrivée à l'église avec 10 minutes d'avance, comme d'habitude. Elle portait sa robe bleu marine et un foulard que sa mère lui avait offert des années plus tôt. Elle voulait montrer qu'elle n'avait rien à cacher, qu'elle restait la même. Mais en poussant la lourde porte en bois, elle a compris que quelque chose avait changé. Les têtes se sont tournées. Pas toutes en même temps, pas de manière évidente, mais suffisamment pour qu'elle le sente. Madame Arnaud, qui lui disait bonjour chaque dimanche depuis 15 ans, a baissé les yeux. Monsieur Petit, le sacristain, a fait mine de réarranger les livres de chant alors qu'ils étaient déjà parfaitement alignés. Mathilde s'est dirigée vers sa place habituelle. En passant devant le banc des Blanchards, elle a croisé le regard de Sylvie. Un regard froid, impénétrable. Gérard, à côté d'elle, fixait l'autel sans la voir. Elle s'est assise, a ouvert son missel, a attendu. La messe a commencé. L'abbé Marchand est monté en chaire pour l'homélie. Il a parlé de la tentation, de la vigilance, de la nécessité de préserver la pureté de la communauté. Il a cité saint Paul. Il a parlé du scandale que représente une âme qui s'égare et qui, par son exemple, entraîne les autres vers l'erreur. Mathilde sentait les regards peser sur sa nuque. À la fin de la messe, elle est sortie rapidement. Elle ne voulait pas rester pour le café paroissial.
cette demi-heure de bavardage poli où tout se dit sans jamais être nommé. Mais en descendant les marches de l'église, une voix l'a arrêtée. Mathilde. C'était Valérie Roussel, la mère d'Emma. Elle tenait sa fille par la main. Son visage était gêné, presque douloureux. « Je suis désolée, mais je préfère arrêter les cours de piano pour Emma. » Mathilde a eu l'impression que le sol se dérobait sous ses pieds. « Pourquoi ? Je pense que c'est mieux comme ça. Pour tout le monde. Emma adore le piano. Elle a fait des progrès énormes ces derniers mois. Je sais. Mais voilà. C'est ma décision. » Valérie est partie sans attendre de réponse, tirant Emma derrière elle. La petite fille s'est retournée une dernière fois, les yeux tristes, avant de disparaître au coin de la rue. Mathilde est restée immobile sur le parvis. Les cloches sonnaient. Les gens sortèrent de l'église en petits groupes, échangeant des politesses, planifiant le déjeuner dominical. Personne ne la regardait vraiment, mais elle savait qu'on parlait d'elle. Elle est rentrée chez elle, a fermé la porte de son appartement et s'est assise sur son canapé. Elle n'a pas pleuré. Elle est restée là, les mains posées sur ses genoux, à regarder le mur. Le lendemain matin, elle a reçu un appel de Monsieur Delorme, le directeur de l'école Saint-Joseph, où elle donnait également des cours de musique. Il voulait la voir, immédiatement. Elle est arrivée à l'école à 9h. Monsieur Delorme l'attendait dans son bureau, debout derrière sa table, les mains croisées dans le dos. Il ne lui a pas proposé de s'asseoir. « Mathilde, je vais être direct. Plusieurs parents ont exprimé des préoccupations. » « Des préoccupations à quel sujet ? » Concernant votre fréquentation de Monsieur Guérin. Je ne vois pas en quoi ma vie privée concerne les parents d'élèves. Quand vous travaillez dans une institution catholique, votre vie privée fait partie de votre contrat moral. Vous le savez. Je n'ai rien fait de répréhensible. Monsieur Delorme a soupiré, comme si cette conversation le fatiguait déjà. Ce n'est pas une question de ce que vous avez fait. C'est une question de perception. Les parents veulent que leurs enfants soient entourés de personnes qui incarnent les valeurs de l'Église. Un homme divorcé, Mathilde, vous comprenez le problème. Thomas est quelqu'un de bien. Je n'en doute pas. Mais cela ne change rien. Je dois penser à l'école, à sa réputation, à la confiance des familles. Que voulez-vous dire ? Je pense qu'il serait préférable que vous preniez un peu de recul, quelques semaines, le temps que les choses se calment. Vous me suspendez ? Je vous demande de faire une pause. Pour votre bien, pour le bien de tous. Mathilde a serré les poings. Elle avait envie de crier, de renverser la table, de dire à cet homme que tout cela était absurde. Mais elle savait que cela ne servirait à rien. Dans ce monde-là, on ne criait pas. On ne se rebellait pas. On courbait la tête, ou on partait. Elle est sortie du bureau sans un mot. Dans le couloir, elle a croisé sœur Agnès, la religieuse qui enseignait le catéchisme. Elle se connaissait depuis des années. Sœur Agnès s'est arrêtée, a posé une main sur l'épaule de Mathilde. « Ma petite, je prie pour toi. » Mathilde a relevé la tête. « Pourquoi tout le monde prie pour moi alors que je n'ai rien fait de mal ?» Sœur Agnès a baissé les yeux. Parfois, l'innocence ne suffit pas. Il faut aussi l'apparence de l'innocence. Mathilde est rentrée chez elle. Elle a fermé les volets, éteint son téléphone et s'est allongée sur son lit. Elle est restée là, les yeux ouverts, jusqu'à ce que la nuit tombe. Le mercredi suivant, elle a reçu 3 autres annulations de cours. Les parents ne donnaient pas d'explication. Ils disaient simplement « on préfère arrêter pour le moment ». Certains promettaient de reprendre plus tard, d'autres ne disaient rien. En une semaine, Mathilde avait perdu la moitié de ses élèves. Elle a essayé de parler à Thomas. Elle est allée à son atelier un soir, après la tombée de la nuit. Il était en train de poncer une poutre. Quand il l'a vue, il a souri. Mais en voyant son visage, il a immédiatement compris. « Qu'est-ce qui se passe ? Il me rejette. À cause de toi. À cause de nous. » Thomas a posé son outil. « Je suis désolé. Ce n'est pas ta faute. Si, je suis le divorcé, le Parisien, l'étranger. Je savais que ça arriverait. Qu'est-ce que tu veux dire ? Je veux dire que je connais ce genre de ville. J'ai grandi dans une ville comme celle-ci. Les gens ne pardonnent pas. Ils ne changent pas. Ils te laissent entrer, mais seulement si tu respectes leurs règles. Sinon, ils te broient. Alors quoi ?
On arrête de se voir ?» Thomas la regardait longuement. « Je ne sais pas, Mathilde. Je ne veux pas te détruire. »« Tu ne me détruis pas. C'est eux. Peut-être. Mais le résultat est le même. » Elle est repartie sans rien ajouter. Cette nuit-là, elle n'a pas dormi. Elle est restée assise à sa table de cuisine, une tasse de thé froid devant elle, à regarder les lumières de la ville par la fenêtre. Elle pensait à sa mère, à toutes ces années où Éliane Bergeron avait reconstruit une réputation pierre par pierre, sourire par sourire, acte de charité par acte de charité. Elle pensait à cette phrase que Sylvie lui avait dite. « Tu es en train de tout gâcher. » Peut-être avait-elle raison. Peut-être que vivre sa vie n'était pas un droit. Pas ici, pas pour elle. Le dimanche suivant, Mathilde n'est pas allée à la messe. C'était la première fois en 7 ans. Elle est restée chez elle, assise sur son canapé, à écouter les cloches sonner au loin. Elle imaginait les visages dans l'église, les regards échangés, les murmures. Elle n'est pas venue. Vous avez vu ? Elle n'est pas venue. L'absence parle plus fort que la présence. À midi, quelqu'un a frappé à sa porte. C'était Sylvie Blanchard. Elle portait un tailleur beige et un sac à main en cuir. Elle avait l'air grave, presque officielle. « Je peux entrer ?» Mathilde a ouvert la porte sans un mot. Sylvie est entrée, a regardé autour d'elle comme si elle inspectait un lieu de crime. Puis, elle s'est tournée vers Mathilde. « Il faut que tu comprennes quelque chose. Ce n'est pas personnel. Les gens t'aiment bien. Mais tu leur donnes une mauvaise image. Tu mets tout le monde mal à l'aise. Parce que je parle à un homme divorcé ? Parce que tu défies les règles. Ici, on ne fait pas ça. On respecte, on se plie, on protège la communauté. Et si la communauté se trompe ? » Sylvie a ri. Un rire sec, presque méprisant. « La communauté ne se trompe jamais, Mathilde. C'est toi qui te trompes. Elle est partie. » Mathilde est restée debout au milieu de son salon, tremblante. Le mardi suivant, Mathilde a reçu une lettre. Une enveloppe blanche, sans expéditeur, glissée sous sa porte pendant la nuit. Elle l'a ouverte debout dans son entrée, les mains tremblantes. À l'intérieur, une seule phrase, écrite à la main en lettres capitales. « Une femme pieuse ne fréquente pas un homme brisé. » Pas de signature, pas de menace directe. Juste cette phrase. Mais elle suffisait. Mathilde a froissé la lettre et l'a jetée à la poubelle. Puis elle l'a reprise, l'a défroissée, l'a relue. Qui avait écrit ça ? Sylvie ? Valérie ? L'abbé Marchand ? Quelqu'un qu'elle ne connaissait même pas ? Elle s'est assise par terre, le dos contre le mur, et a fermé les yeux. Les jours suivants ont été une descente silencieuse. À la boulangerie Moreau, Madame Moreau ne lui a plus demandé comment elle allait. Elle lui a tendu sa baguette sans un mot, le regard fuyant. Mathilde a senti le poids du silence. Ce n'était pas de l'hostilité ouverte, c'était pire, c'était l'effacement. Au marché du jeudi, elle a croisé Monsieur Levasseur, il a changé de direction. À la pharmacie, l'employé qui la connaissait depuis des années a évité son regard en lui rendant la monnaie. Mathilde était devenue invisible, ou plutôt trop visible. Chaque mouvement était observé, jugé, commenté. Mais personne ne lui parlait directement. On la laissait se noyer dans le silence. Le vendredi, elle a reçu un appel de l'abbé Marchand. « Mathilde, il faut qu'on se parle. Venez au presbytère cet après-midi. » Elle y est allée à 15 heures. Le presbytère sentait l'encens et le vieux bois. L'abbé l'attendait dans son bureau, assis derrière une table encombrée de livres saints et de papiers administratifs. « Asseyez-vous. » Elle s'est assise. « Mathilde, je ne vais pas tourner autour du pot. Plusieurs paroissiens sont venus me voir. Ils sont inquiets, très inquiets. » « Inquiets de quoi ? » « De votre comportement, de votre relation avec Monsieur Guérin. »« Je n'ai pas de relation avec lui. Nous sommes amis. » L'abbé a soupiré. « Mathilde, vous savez aussi bien que moi que l'amitié entre un homme et une femme, surtout dans ces circonstances, est vue avec suspicion. Alors je n'ai pas le droit d'avoir des amis ? Vous avez le droit de faire des choix, mais vos choix ont des conséquences. Pour vous, pour les autres, pour la paroisse. Quelles conséquences ? L'abbé a croisé les mains sur la table. Les parents ne veulent plus que vous enseigniez à leurs enfants. L'école envisage de ne pas renouveler votre contrat. Et moi, je suis dans une position difficile. Vous allez me retirer mon poste à l'harmonium ?
Je ne veux pas en arriver là, mais vous devez comprendre que je dois préserver la paix de la communauté. Si votre présence crée des divisions, des tensions, ma présence ne crée rien. Ce sont les jugements des autres qui créent des tensions. Peut-être. Mais c'est ainsi que fonctionne une communauté. On ne peut pas vivre ici en défiant ce que les autres pensent. Mathilde s'est levée. Alors je ne peux pas vivre ici du tout. Elle est sortie du presbytère sans attendre de réponse. Ce soir-là, elle est allée voir Thomas. Il travaillait dans son atelier, une lampe suspendue au-dessus de sa table à dessin. Quand il l'a vue, il a immédiatement posé son crayon. « Ça va ?» Non, elle lui a tout raconté. La lettre, les silences, la conversation avec l'abbé. Thomas l'a écouté sans l'interrompre. Puis il a dit « Pars. » Quoi ? Pars de cette ville. Tu n'as rien à y gagner. Ils ne changeront pas. Ils vont continuer à te broyer jusqu'à ce qu'il ne reste rien de toi. Je ne peux pas partir. C'est ma ville. C'est ma vie. Ce n'est plus ta vie. Ils te l'ont prise. Mathilde a secoué la tête. Et toi, tu restes ? Moi, je n'ai rien à perdre. Je suis déjà l'étranger, le divorcé, le marginal. Mais toi, tu avais une place. Tu l'as perdue à cause de moi. Ce n'est pas à cause de toi. Si. Il a baissé les yeux. Je pense qu'on ne devrait plus se voir. Ces mots ont frappé Mathilde comme une gifle. C'est ce que tu veux ? C'est ce qui est juste ? Elle est partie sans un mot. Le samedi, Mathilde est restée chez elle. Elle n'a pas ouvert les volets. Elle n'a pas répondu au téléphone. Elle est restée assise sur son lit à regarder le mur. À 17h, quelqu'un a frappé à la porte. Elle n'a pas bougé. On a frappé encore. Puis, une voix. « Mathilde, c'est Gérard Blanchard. Ouvre. » Elle a fini par ouvrir. Gérard était seul. Il portait un costume sombre, comme toujours. Son visage était grave. « Je viens te parler en ami. »« Vous n'êtes pas mon ami. »« Peut-être. Mais je suis quelqu'un qui te connaît depuis longtemps. Et je sais que tu es en train de te détruire. C'est vous qui me détruisez. Non, c'est toi. En refusant d'écouter, en refusant de comprendre. » Mathilde a serré les poings. « Qu'est-ce que vous voulez que je comprenne ? Que tu ne peux pas gagner, que tu ne gagneras jamais. Cette ville a des règles, tu les as enfreintes. Maintenant, tu paies. » Je n'ai rien fait de mal. Gérard a souri, un sourire triste, presque paternel. Ce n'est pas une question de bien ou de mal, c'est une question d'ordre, de structure, de respect. Si tout le monde faisait comme toi, il n'y aurait plus de communauté, juste du chaos. Vous appelez ça de l'ordre ? Moi, j'appelle ça de la lâcheté. Le sourire de Gérard a disparu. Fais attention à ce que tu dis, Mathilde. Il y a encore des gens qui peuvent t'aider. Mais si tu continues à te montrer arrogante, insolente, tu vas tout perdre. Tout. Il est parti. Mathilde a refermé la porte. Elle s'est appuyée contre le bois, les jambes tremblantes. Ce soir-là, elle a reçu un message sur son téléphone. Un numéro inconnu. « Tu ferais mieux de partir. Personne ne veut de toi ici. » Elle a éteint son téléphone. Elle s'est couchée tout habillée. Elle a fermé les yeux. Et pour la première fois depuis des semaines, elle a pleuré. Peut-être que vous aussi, vous avez déjà été jugé sans pouvoir vous défendre. Peut-être que vous avez déjà senti ce poids du regard des autres, cette sensation d'étouffement quand tout le monde sait quelque chose sur vous que vous ne pouvez pas corriger. Si cette histoire résonne en vous, laissez un commentaire. Dites-moi. Le dimanche matin, Mathilde s'est réveillée avec une clarté qu'elle n'avait pas ressentie depuis des semaines. Une clarté froide, presque douloureuse. Elle savait qu'elle devait prendre une décision. Elle pouvait rester, s'excuser, couper tout contact avec Thomas, retourner à l'église, la tête basse, demander pardon pour une faute qu'elle n'avait pas commise. Peut-être que les gens finiraient par oublier. Peut-être qu'on lui rendrait ses élèves, un par un. Peut-être qu'elle retrouverait sa place, cette petite place tranquille qu'elle avait occupée pendant tant d'années, où elle pouvait partir. Mais partir, c'était admettre la défaite. C'était abandonner la ville où elle était née, où sa mère était enterrée, où chaque rue portait un souvenir. C'était perdre définitivement ce qu'elle avait essayé de protéger toute sa vie, l'appartenance. Elle s'est habillée lentement, une jupe noire, un chemisier blanc.
Elle s'est coiffée devant le miroir. Elle a regardé son visage, les cernes sous ses yeux, les traits tirés. Elle ne se reconnaissait plus. À 10 heures, elle est sortie de chez elle. Elle a marché vers l'église. Les cloches sonnaient. Les gens convergeaient vers le parvis, en petits groupes, échangeant des politesses. Mathilde a gravi les marches. Les conversations se sont tues progressivement. Les têtes se sont tournées. Elle est entrée. L'église était pleine, tous les bancs occupés. Mathilde a avancé dans l'allée centrale. Ses pas résonnaient sur les dalles de pierre. Personne ne parlait. Tout le monde la regardait. Elle s'est dirigée vers sa place habituelle, près du vitrail de Sainte-Cécile. Mais quelqu'un était assis à sa place. Madame Dufour. Les mains jointes, les yeux fixés sur l'autel. Mathilde s'est arrêtée. « Excusez-moi, c'est ma place. » Madame Dufour n'a pas bougé. Elle n'a même pas levé les yeux. « Il n'y a plus de place pour vous ici. » Les mots ont résonné dans le silence de l'église. Mathilde est restée immobile. Elle sentait tous les regards sur elle. Personne ne disait rien. Personne ne bougeait. C'était un silence de condamnation. Elle a cherché un autre banc. Tous étaient de plein. Ou presque. Il restait de la place au fond, près de la porte. La place des retardataires, des visiteurs, des étrangers. Elle a hésité. Puis elle a tourné les talons. Elle est sortie de l'église. Dehors, le soleil brillait. Les oiseaux chantaient. La vie continuait, indifférente. Mathilde est descendue les marches, les jambes tremblantes. Elle s'est appuyée contre le mur de pierre, les yeux fermés. Une voix l'a fait sursauter. « Mathilde !» C'était sœur Agnès. Elle était sortie derrière elle, son voile blanc flottant dans le vent léger. « Pourquoi tu es partie ? On m'a dit qu'il n'y avait plus de place pour moi. » Sœur Agnès a baissé la tête. Ce n'était pas bien. Ce que Madame Dufour a fait, ce n'est pas chrétien. Alors pourquoi personne n'a rien dit ? Parce que les gens ont peur. Peur d'être associés à toi. Peur de perdre leur propre place. Et vous ? Vous avez peur aussi ? Sœur Agnès a levé les yeux vers Mathilde. Pour la première fois, Mathilde a vu quelque chose dans ce regard. De la compassion, mais aussi de l'impuissance. Oui, j'ai peur. Elle est retournée dans l'église sans ajouter un mot. Mathilde est rentrée chez elle. Elle a fermé la porte, s'est adossée contre le bois et a laissé le silence l'envahir. Elle est restée comme ça pendant longtemps. Puis, elle a pris une décision. Elle a enfilé son manteau, pris ses clés et est sortie. Elle a marché jusqu'à l'atelier de Thomas. La porte était entr'ouverte. Il était à l'intérieur, assis sur un tabouret, une tasse de café à la main. Quand il l'a vue, il s'est levé. « Mathilde, je ne vais pas partir. » Thomas a froncé les sourcils. « Quoi ? Je ne vais pas partir. Et je ne vais pas m'excuser. Ils veulent que je plie, que je rampe, que je reconnaisse une faute que je n'ai pas commise. Je ne le ferai pas. Ils vont te détruire. » Peut-être, mais au moins je resterai debout. Thomas l'a regardé longuement. Puis il a dit « Tu es sûr ? » « Non. Mais je ne peux pas vivre autrement. » Il a hoché la tête. « Alors je reste aussi. » « Tu n'es pas obligé. »« Si tu tiens tête à toute cette ville, je ne vais pas te laisser seule. » Mathilde a senti quelque chose se briser en elle. Pas de la tristesse. Autre chose. Du soulagement. De la gratitude. De la peur aussi. Qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On vit, on continue. On leur montre qu'ils n'ont pas gagné. Ce soir-là, Mathilde et Thomas ont dîné ensemble dans l'atelier. Une soupe, du pain, du fromage. Rien d'extraordinaire. Mais c'était le premier repas depuis des semaines où Mathilde ne se sentait pas épiée, jugée, condamnée. Ils ont parlé de tout et de rien. De musique, d'architecture, de Paris, de liberté. Thomas lui a raconté son divorce. Elle lui a parlé de sa mère. Ils ont ri. Pour la première fois depuis longtemps, Mathilde a ri. Mais en rentrant chez elle cette nuit-là, elle a trouvé une nouvelle lettre sous sa porte. Cette fois, ce n'était pas une phrase écrite à la main. C'était une convocation officielle. Conseil paroissial, réunion exceptionnelle, jeudi, 19h. Objet, Mathilde Bergeron. Elle a relu la convocation 3 fois, puis elle l'a posée sur la table. Ils allaient la juger, officiellement, publiquement. Le jeudi soir, Mathilde s'est préparée comme pour un procès.
Elle a mis sa plus belle robe. Elle s'est coiffée avec soin. Elle voulait montrer qu'elle n'avait pas honte. Elle est arrivée à la salle paroissiale à 19 heures précises. Autour de la grande table, 6 personnes étaient assises. Gérard et Sylvie Blanchard, l'abbé Marchand, Monsieur Delorme, Madame Arnaud et Monsieur Petit. Un tribunal. Mathilde s'est assise face à eux. Personne n'a souri. Personne ne l'a saluée. Gérard Blanchard a pris la parole. « Mathilde, nous t'avons convoquée parce que la situation ne peut plus durer. Ta conduite cause du tort à la paroisse. Nous devons trouver une solution. » « Quelle conduite ? Ta relation avec Monsieur Guérin. »« Je n'ai pas de relation avec lui. » Sylvie a soupiré. « Mathilde, arrête de mentir. Tout le monde vous voit ensemble. Tout le monde sait. C'est quoi ? Que nous parlons ? Que nous prenons un café ? C'est un crime ? » L'abbé Marchand a levé la main pour calmer les esprits. Personne ne parle de crime. Mais il y a une question de moralité, de cohérence. Tu travailles avec des enfants. Tu représentes l'Église. Tu ne peux pas donner l'exemple d'une proximité inappropriée avec un homme divorcé. Inappropriée selon qui ? Selon les valeurs de notre communauté. Mathilde a senti la colère monter en elle. Une colère froide, lucide. Vos valeurs, pas les miennes. Le silence est tombé sur la salle. Madame Arnaud a pris la parole, la voix tremblante. « Comment oses-tu ? Comment j'ose quoi ? Dire la vérité ? Vous m'avez jugé sans même me parler. Vous avez décidé que j'étais coupable avant même de savoir quoi que ce soit. Vous m'avez rejeté parce que j'ai osé être amie avec quelqu'un que vous n'approuvez pas. Ce n'est pas de la moralité, c'est de la lâcheté. » Gérard a frappé du poing sur la table. « Ça suffit ? Tu vas nous écouter maintenant. » Mathilde s'est levée. « Non, c'est vous qui allez m'écouter. Je n'ai rien fait de mal, je n'ai rien à me reprocher. Et je ne vais pas m'excuser pour avoir vécu ma vie selon ma conscience et non selon vos règles. » Elle s'est dirigée vers la porte. Puis elle s'est retournée. « Vous pouvez me retirer mon poste. Vous pouvez m'effacer de vos listes. Vous pouvez faire semblant que je n'existe plus. Mais vous ne me ferez pas plier. » Elle est sortie. Dehors, la nuit était tombée. Mathilde a marché jusqu'à chez elle, les mains. Le lendemain matin, Mathilde s'est réveillée avec la sensation étrange d'avoir tout perdu et tout gagné en même temps. Elle a ouvert les volets. Le soleil entrait dans son appartement. La ville s'éveillait comme tous les matins. Les commerçants ouvraient leurs boutiques. Les enfants partaient à l'école. La vie continuait, indifférente à son drame personnel. Elle a préparé du café. Elle s'est assise à sa petite table de cuisine et elle a attendu. À 9 heures, son téléphone a sonné. C'était Monsieur Delorme. « Mathilde, j'ai le regret de vous informer que le conseil d'administration de l'école Saint-Joseph a décidé de ne pas renouveler votre contrat. Votre dernier jour sera le 30 de ce mois. » Elle a raccroché sans répondre. À 10 heures, un email de l'abbé Marchand est arrivé. Bref, formel, glacial. « Chère Mathilde, suite à la réunion d'hier soir, le conseil paroissial a décidé de vous relever de vos fonctions d'organiste. Nous vous remercions pour vos années de service. » Pas de compassion, pas d'excuses. Juste un licenciement administratif, propre et définitif. À midi, 3 autres parents ont appelé pour annuler les cours de leurs enfants. Certains ont donné des prétextes vagues. D'autres n'ont même pas pris cette peine. En une matinée, Mathilde avait perdu son emploi, sa fonction à l'église, et la quasi-totalité de ses élèves privés. Elle est restée assise dans son salon, les mains posées sur ses genoux, à regarder le mur. Elle n'a pas pleuré. Elle était au-delà des larmes. C'était comme si son corps avait épuisé toutes ses réserves émotionnelles. Il ne restait qu'un vide. Un vide immense et silencieux. L'après-midi, elle est sortie faire des courses. Elle avait besoin de pain, de lait, de quelques légumes. Elle s'est dirigée vers la boulangerie Moreau. Quand elle est entrée, les conversations se sont arrêtées. Madame Moreau, derrière son comptoir, a détourné les yeux. Les autres clientes ont fait semblant de ne pas la voir. Mathilde a attendu son tour. Personne n'a parlé. Le silence était épais, suffocant. Quand son tour est arrivé, Madame Moreau lui a tendu une baguette sans un mot. Mathilde a payé. Elle est sortie. Dehors, sur le trottoir, elle a croisé Valérie Roussel. Valérie a traversé la rue pour l'éviter. Mathilde a continué à marcher. Elle est passée devant le tabac de Monsieur Levasseur. Il était sur le pas de sa porte. Quand il l'a vue, il est rentré à l'intérieur.
À la pharmacie, l'employé qui la connaissait depuis des années a servi tous les autres clients avant elle. Quand Mathilde a finalement pu s'approcher du comptoir, l'employé a pris sa commande sans lever les yeux. 2 boîtes de paracétamol. Nous n'en avons plus. Il y en a juste derrière vous, sur l'étagère. L'employé a rougi. C'est réservé. Mathilde n'a rien dit. Elle est partie. En rentrant chez elle, elle a croisé sa voisine du dessus, Madame Fontaine, une vieille dame qu'elle saluait tous les jours depuis 7 ans. Madame Fontaine a accéléré le pas et est montée les escaliers sans la regarder. Mathilde est rentrée dans son appartement. Elle a posé ses courses sur la table. Elle s'est assise et elle a compris. Ce n'était pas de la colère. Ce n'était pas de la méchanceté. C'était pire. C'était de la peur. Les gens avaient peur d'être contaminés par son rejet, peur d'être associés à elle, peur de perdre leur propre place dans la communauté. Elle était devenue une pestiférée. Le soir, elle est allée voir Thomas. Il était dans son atelier, en train de poncer une table. Quand il l'a vu, il a immédiatement arrêté son travail. « Ça va ?» Non, elle lui a tout raconté. L'école, l'église, les regards, l'évitement. Thomas l'a écouté en silence. Puis il a dit « Je suis désolé. Ce n'est pas ta faute. Si je n'étais pas arrivé dans cette ville, je serais toujours dans ma cage dorée, à sourire, à plaire, à me plier, sans même savoir que je n'étais pas libre. » Thomas l'a regardée avec une intensité qu'elle ne lui connaissait pas. « Tu regrettes ?» Elle a réfléchi longuement avant de répondre. « Non, je regrette d'avoir perdu, mais je ne regrette pas d'avoir choisi. » Ils sont restés silencieux un moment. Puis Thomas a dit « Je pars demain ». Mathilde a senti son cœur se serrer. « Quoi ? » ?»« Je pars. J'ai un projet à Lyon, un ancien associé qui cherche quelqu'un. Je ne peux plus rester ici. Ils m'ont brisé aussi, pas de la même manière que toi, mais ils m'ont brisé. Et moi ? Viens avec moi. » Mathilde a secoué la tête. « Je ne peux pas. Pourquoi ? Parce que partir, c'est leur donner raison. C'est admettre qu'ils ont gagné. Ils ont gagné, Mathilde. Tu n'as plus rien ici. Plus de travail, plus d'amis, plus de place dans cette communauté. Que veux-tu prouver en restant ? Que je peux exister sans leur permission. » Thomas a soupiré. Il s'est approché d'elle, lui a pris les mains. « Tu es courageuse. Plus courageuse que moi. Mais le courage ne nourrit pas. Il ne paie pas le loyer. Il ne remplit pas le vide. Je sais. Alors viens. » Mathilde a retiré ses mains doucement. « Je ne peux pas partir avec toi. Pas maintenant. Pas comme ça. » « Pourquoi ? » ?»« Parce que ce serait facile. Parce que ce serait une fuite déguisée en nouveau départ. Je dois rester. Pour moi. Pour savoir si je peux survivre seule. Sans leur approbation. Sans leur pardon. » Thomas a hoché la tête. Il comprenait. « Si tu changes d'avis. » »« Je sais. » Le lendemain matin, Thomas est parti. Mathilde l'a regardé charger ses affaires dans sa camionnette depuis sa fenêtre. Elle n'est pas descendue lui dire au revoir. Elle savait que si elle le faisait, elle monterait avec lui. Quand la camionnette a disparu au bout de la rue, Mathilde s'est assise sur son lit. Elle a regardé son appartement, les murs vides, le silence, la solitude. Pour la première fois depuis des semaines, elle a ressenti quelque chose qui ressemblait à de la paix. Une paix triste, fragile, mais réelle. Les jours suivants ont été les plus difficiles de sa vie. Elle n'avait plus de revenus, plus de contacts sociaux, plus de structure. Elle passait ses journées à chercher du travail. Elle a envoyé des candidatures à des écoles dans les villes voisines. Personne n'a répondu. Les nouvelles voyagent vite dans les petites villes. Elle a essayé de donner des cours de piano en ligne. Quelques élèves se sont inscrits. Pas assez pour vivre. Elle a vendu quelques meubles, puis quelques bijoux que sa mère lui avait laissés. Elle a réduit ses dépenses au minimum. Pain, pâtes, eau. Elle ne sortait presque plus. Quand elle sortait, elle marchait la tête haute, mais le cœur serré. Un matin, en allant chercher du pain, elle a croisé Sylvie Blanchard. Pour la première fois depuis des semaines, Sylvie ne l'a pas évitée. Elle s'est arrêtée devant elle. « Mathilde, Sylvie, comment vas-tu » Comme quelqu'un qui a tout perdu. Sylvie a baissé les yeux. « Ce n'est pas ce que nous voulions. » « Non »
Alors qu'est-ce que vous vouliez? Que tu comprennes, que tu changes, que tu rentres dans le rang. Je ne rentrerai jamais dans le rang. Sylvie a relevé la tête. Pour la première fois, Mathilde a vu quelque chose d'autre dans son regard. Du regret? De l'admiration? Elle ne savait pas. Tu es têtue. Peut-être. Tu vas souffrir pour rien. Non, je vais souffrir pour quelque chose. Sylvie est partie sans ajouter un mot. Ce soir-là, Mathilde a reçu un appel d'un numéro inconnu. Mademoiselle Bergeron? Oui. Je m'appelle Claire Moreau. Je dirige une école de musique à Rouen. J'ai entendu parler de vous, par un ancien élève. Il m'a dit que vous étiez une excellente professeure. Nous cherchons quelqu'un. Seriez-vous intéressée? Mathilde a senti quelque chose se briser en elle. Pas de la tristesse, de l'espoir. Oui, je suis intéressée. Parfait. Pouvez-vous venir pour un entretien la semaine prochaine? Oui. Elle a raccroché. Elle s'est assise sur son canapé. Et pour la première fois depuis des mois, elle a pleuré. L'entretien à Rouen s'est bien passé. Claire Moreau était une femme d'une 50aine d'années, aux cheveux gris coupés courts, au regard direct et bienveillant. Elle n'a posé aucune question sur Saint-Rémy. Elle n'a pas demandé pourquoi Mathilde voulait partir. Elle a simplement écouté Mathilde jouer du piano, un prélude de Bach, puis une sonate de Mozart. Quand Mathilde a terminé, Claire a dit « Vous commencez quand vous voulez ». Mathilde est rentrée à Saint-Rémy ce soir-là avec une sensation étrange. Elle avait trouvé une porte de sortie. Mais elle ne savait pas si elle voulait la franchir. Elle a marché dans les rues de sa ville. Les mêmes rues qu'elle connaissait depuis l'enfance. La boulangerie Moreau, le tabac de Monsieur Levasseur, la petite place avec la fontaine où elle jouait quand elle était petite, l'église Saint-Rémy avec son clocher pointu. Tout était intact, mais rien n'était plus pareil. Elle s'est assise sur un banc, face à l'église. La nuit tombait. Les lumières s'allumaient dans les maisons. Les familles se réunissaient pour le dîner. La vie continuait, tranquille, ordonnée, prévisible. Mathilde a pensé à sa mère. Éliane Bergeron avait passé sa vie à reconstruire une réputation, à effacer la honte du départ de son mari, à sourire, à se plier, à servir. Elle avait réussi. Les gens la respectaient. Mais était-elle heureuse? Mathilde ne le saurait jamais. Elle est rentrée chez elle. Elle a préparé du thé. Elle s'est assise à sa table de cuisine et a ouvert son ordinateur. Elle a commencé à chercher des appartements à Rouen. Petits, abordables, loin de tout ce qu'elle connaissait. Le lendemain, elle a reçu une visite inattendue. C'était sœur Agnès. La religieuse se tenait sur le pas de sa porte, les mains jointes, le visage grave. « Je peux entrer ?» Mathilde a ouvert la porte. Sœur Agnès est entrée, a regardé autour d'elle. L'appartement était presque vide maintenant. Mathilde avait vendu la plupart de ses meubles. « Tu pars ?»« Oui. » Sœur Agnès a hoché la tête lentement. « Je suis venue te demander pardon. » Mathilde a été surprise. « Pardon de quoi ?»« De mon silence, de ma lâcheté. J'aurais dû te défendre. J'aurais dû dire que ce qu'il te faisait était injuste. Mais j'ai eu peur. Peur de perdre ma place. Peur d'être rejetée moi aussi. » Mathilde s'est assise. « Je ne vous en veux pas. »« Tu devrais ?»« Non. Vous m'avez montré quelque chose d'important. »« Quoi ?»« Que même les gens qui se disent pieux, qui prient, qui parlent d'amour et de pardon, sont capables de cruauté, pas par méchanceté, mais par peur, par conformisme, par besoin d'appartenir. » Sœur Agnès a baissé la tête. C'est vrai. Elles sont restées silencieuses un moment. Puis sœur Agnès a dit « Qu'est-ce que tu vas faire ? Je vais partir. J'ai trouvé un poste à Rouen. Tu reviendras ? Je ne sais pas. » Sœur Agnès s'est levée. Elle a posé une main sur l'épaule de Mathilde. « Que Dieu te garde. Je ne sais plus si j'ai besoin de Dieu. Mais merci. » Sœur Agnès est partie. Les semaines suivantes ont été un mélange de douleur et de libération. Mathilde a commencé à vider son appartement. Chaque objet qu'elle emballait portait une mémoire. La théière que sa mère utilisait chaque matin. Le cadre avec la photo de leurs dernières vacances ensemble. Les partitions annotées de ses premières années d'enseignement. Elle a donné beaucoup de choses. Elle a jeté beaucoup aussi. Elle voulait partir légère. Un après-midi, alors qu'elle transportait des cartons vers sa voiture, elle a croisé Madame Fontaine, sa voisine. La vieille dame s'est arrêtée. « Vous partez ? »
Oui. Madame Fontaine a regardé les cartons, puis elle a dit, d'une voix très basse, « Je suis désolée. » De quoi? De ne pas vous avoir parlé, de vous avoir évité. J'avais peur. Peur de quoi? Peur que les gens pensent que j'étais de votre côté, que je cautionnais. Ce qu'ils disaient, que vous faisiez. Mathilde a posé son carton. Et maintenant que je pars, vous n'avez plus peur? Madame Fontaine a baissé les yeux. Non. Maintenant, vous ne représentez plus un danger. Ces mots ont frappé Mathilde plus fort que toutes les accusations. Parce qu'ils étaient vrais. Tant qu'elle restait, elle était une menace pour l'ordre établi. En partant, elle cessait d'exister. Au revoir, Madame Fontaine. Bonne chance, Mademoiselle Bergeron. Le dernier dimanche avant son départ, Mathilde a décidé d'aller à la messe. Une dernière fois. Pas par piété, pas par nostalgie, mais pour clore un chapitre. Elle est arrivée juste avant le début de l'office. Elle s'est assise au fond de l'église, près de la porte. Personne ne l'a regardée. Ou peut-être que tout le monde la regardait discrètement. Elle ne savait plus. L'abbé Marchand a célébré la messe comme toujours. Sa voix résonnait sous les voûtes. Les mêmes prières, les mêmes gestes, tout était identique. Mais Mathilde entendait différemment. Elle entendait les mots sur l'amour du prochain, sur le pardon, sur l'accueil de l'étranger, sur la miséricorde. Et elle voyait le fossé immense entre les paroles et les actes. À la fin de la messe, elle est sortie rapidement. Mais sur le parvis, l'abbé Marchand l'a appelée. Mathilde, elle s'est retournée. Mon père, il s'est approché. Il avait l'air fatigué. J'ai appris que vous partiez. Oui. Je voulais vous dire, je suis désolée de la façon dont les choses se sont passées. Vous êtes désolé que ça se soit mal passé, ou désolé de ce que vous avez fait? L'abbé a marqué une pause. Je suis désolé que vous ayez souffert. Mais vous n'êtes pas désolé de m'avoir jugé. Il n'a pas répondu. Mathilde a souri. Un sourire triste. C'est ce que je pensais. Elle est partie sans se retourner. 2 jours plus tard, Mathilde a chargé ses dernières affaires dans sa voiture. Une petite Peugeot bleue que sa mère lui avait laissée. Elle a fait le tour de son appartement vide une dernière fois. Les murs nus, les pièces silencieuses, les fantômes de toutes les années vécues ici. Elle a fermé la porte, rendu les clés au propriétaire, et elle est montée dans sa voiture. Avant de partir, elle a roulé lentement dans les rues de Saint-Rémy. Une dernière fois, elle est passée devant la boulangerie Moreau, devant le tabac de Monsieur Levasseur, devant l'école Saint-Joseph, devant l'église. Elle s'est arrêtée devant le cimetière. Elle est descendue, a marché jusqu'à la tombe de sa mère. Éliane Bergeron, 1952-2018. Mère aimante, femme dévouée. Mathilde s'est agenouillée. « Maman, je pars. Je sais que tu as passé ta vie à construire une place ici. Et je sais que je viens de tout détruire. Mais je ne pouvais pas continuer. Je ne pouvais pas vivre comme tu as vécu, en m'effaçant, en me pliant, en demandant pardon pour exister. J'espère que tu comprends. J'espère que tu me pardonnes. » Elle a posé une fleur sur la tombe, une rose blanche. Puis elle est repartie. Elle a roulé jusqu'à la sortie de la ville. Au panneau qui marquait la limite, Saint-Rémy-sur-Oise, au revoir et à bientôt. Elle est passée devant sans ralentir. Dans le rétroviseur, la ville rapetissait. Les toits, le clocher, les rues familières, tout devenait de plus en plus petit, jusqu'à disparaître complètement. Mathilde a allumé la radio. Une sonate de Chopin jouait. Elle a monté le son. Et pour la première fois depuis des mois, elle a respiré. 6 mois plus tard, Mathilde habitait un petit appartement au 3e étage d'un immeuble de Rouen, rue Jeanne d'Arc. 2 pièces, une kitchenette, une vue sur les toits et, au loin, la cathédrale. Ce n'était pas grand, mais c'était à elle. Et personne ne la jugeait ici. Elle enseignait le piano à l'école de musique de Claire Moreau. 15 élèves, des enfants, des adolescents, quelques adultes. Certains avaient du talent, d'autres simplement de l'envie. Mathilde les accueillait tous avec la même patience, la même attention. Elle aimait ce travail. Pas parce qu'il était prestigieux, pas parce qu'il lui donnait une place dans une communauté, mais parce qu'il lui permettait de faire ce qu'elle aimait vraiment, transmettre la musique.
À Rouen, personne ne connaissait son histoire. Personne ne savait d'où elle venait. Personne ne lui demandait pourquoi elle était partie de Saint-Rémy. Elle était simplement Mathilde, la professeure de piano. La femme discrète du 3e étage qui saluait ses voisins sans jamais s'imposer. Cet anonymat lui avait fait peur au début. Après avoir passé 32 ans dans une ville où tout le monde la connaissait, se retrouver dans un lieu où elle n'était personne avait été vertigineux. Mais peu à peu, elle avait découvert quelque chose d'inattendu, la liberté que procure l'absence de regard. Elle pouvait marcher dans la rue sans craindre de croiser quelqu'un qui la jugerait. Elle pouvait s'asseoir dans un café sans entendre des chuchotements dans son dos. Elle pouvait exister sans avoir à se justifier. Un samedi matin, alors qu'elle faisait ses courses au marché, son téléphone a vibré. Un message de Thomas. « Je suis à Lyon. Nouveau projet. Nouvelle vie. Comment vas-tu » Mathilde a souri. Elle a répondu simplement « Je vais bien. Vraiment bien. » Elle n'a rien ajouté. Elle n'avait pas besoin d'en dire plus. Thomas comprendrait. Ils échangeaient de temps en temps, des messages courts, sans nostalgie, sans regret, juste 2 personnes qui avaient traversé une tempête ensemble et qui continuaient leur route, chacun de son côté. Mathilde ne savait pas si elle reverrait Thomas un jour. Peut-être, peut-être pas. Cela n'avait plus d'importance. Il avait été un catalyseur, pas une destination. Un après-midi, alors qu'elle donnait un cours à une jeune fille de 12 ans, Claire Moreau est entrée discrètement dans la salle. Elle a attendu la fin du morceau, puis elle a fait signe à Mathilde. « Tu as une minute ?» Mathilde a demandé à son élève de s'exercer seule quelques instants et est sortie dans le couloir. « Qu'est-ce qui se passe ?» Claire avait l'air embarrassée. « J'ai reçu un appel tout à l'heure. De l'abbé Marchand, de Saint-Rémy. » Mathilde a senti son estomac se nouer. Qu'est-ce qu'il voulait ? Il demandait de tes nouvelles. Il voulait savoir si tu allais bien. Et il m'a posé des questions sur ton travail ici. Qu'est-ce que tu lui as dit ? La vérité, que tu es une excellente professeure, que les élèves t'adorent, que tu es fiable et professionnelle. Mathilde a détourné le regard. Il a dit autre chose ? Il a dit qu'il regrettait, que les choses s'étaient mal passées, que certaines personnes à Saint-Rémy aimeraient te recontacter. Mathilde est restée silencieuse un long moment. « Qu'est-ce que tu veux faire ?» a demandé Claire doucement. « Rien. Tu es sûre ? » « Oui. Ils ne regrettent pas ce qu'ils ont fait. Ils regrettent que je sois partie. Que leur jugement ait eu des conséquences. Mais s'ils devaient refaire les mêmes choix demain, ils les referaient. » Claire a hoché la tête. « Je comprends. Je ne lui dirai rien de plus. Merci. » Mathilde est retournée dans la salle de cours. Elle s'est assise au piano à côté de son élève. « On reprend ?» La jeune fille a souri et a posé ses doigts sur les touches. Ce soir-là, Mathilde est rentrée chez elle, alors que le soleil se couchait. Elle a préparé une omelette, s'est installée près de la fenêtre avec un livre. Un roman qu'elle avait acheté dans une petite librairie de la rue du Gros Horloge. Elle lisait, mangeait, regardait les toits de Rouen rougir dans la lumière du soir. C'était une soirée ordinaire, simple, sans événement. Et pourtant, Mathilde se sentait pleine, pas heureuse au sens où on l'entend habituellement, pas euphorique, mais sereine, en paix. Elle avait perdu beaucoup, son travail, sa communauté, son église, ses repères. Mais elle avait gagné quelque chose de plus précieux, elle-même. Elle n'avait plus besoin de l'approbation des autres pour exister. Elle n'avait plus besoin de se plier pour être aimée. Elle n'avait plus besoin de porter un masque pour être acceptée. Elle était libre. D'une liberté fragile, durement acquise, marquée par des cicatrices. Mais libre. Quelques semaines plus tard, Mathilde a reçu une lettre. Une vraie lettre, dans une enveloppe avec un timbre. Postée depuis Saint-Rémy. Elle l'a ouverte avec hésitation. À l'intérieur, une carte et quelques mots écrits à la main. « Chère Mathilde, je pense souvent à toi. Je me demande comment tu vas. Je voulais te dire que j'admire ton courage. Tu as fait ce que je n'ai jamais osé faire. Partir. Vivre selon tes propres règles. Je sais que je n'ai pas été une bonne amie. Je sais que je t'ai abandonné quand tu avais besoin de moi. Je ne te demande pas de me pardonner. Je voulais juste que tu saches que tu avais raison. Et que je m'en rends compte maintenant. Avec toute mon affection, sœur Agnès. »
Mathilde a lu et relu la lettre. Elle l'a posée sur la table. Elle est restée assise longtemps, à regarder par la fenêtre. Puis elle a pris une feuille de papier et a écrit une réponse. « Chère sœur Agnès, merci pour votre lettre. Elle m'a touchée plus que vous ne pouvez l'imaginer. Je ne vous en veux pas. Je ne vous ai jamais vraiment voulu. Vous avez fait ce que vous pouviez dans le système où vous vivez. Je comprends. Je ne sais pas si je reviendrai un jour à Saint-Rémy. Peut-être. Peut-être pas. Mais sachez que je ne garde pas de rancune, seulement de la tristesse pour ce qui aurait pu être différent. Prenez soin de vous. Mathilde. » Elle a posté la lettre le lendemain. 1 an après son départ de Saint-Rémy, Mathilde donnait un petit concert dans une église de Rouen. Pas l'église Saint-Rémy, une autre église, plus petite, plus sobre, mais ouverte. Claire Moreau avait organisé l'événement. Un récital de piano, ouvert à tous, gratuit. Mathilde avait choisi son programme avec soin. Bach, Chopin, Satie. Des morceaux qui parlaient de solitude, de douleur, mais aussi d'espoir tranquille. Le soir du concert, une 50aine de personnes étaient présentes. Des visages inconnus, des élèves, des curieux, des amateurs de musique. Mathilde s'est assise au piano. Elle a posé les mains sur les touches. Elle a fermé les yeux. Et elle a joué. Elle a joué pour elle, pour sa mère, pour toutes les personnes qui n'ont jamais eu le courage de partir, pour toutes celles qui sont restées dans des cages dorées en souriant. Elle a joué pour Thomas, pour sœur Agnès, pour tous ceux qui avaient eu peur. Elle a joué pour la liberté, pour la dignité, pour le droit d'exister sans permission. Quand elle a terminé, il y a eu un silence, puis des applaudissements, doux, respectueux. Mathilde s'est levée, a salué et a souri. En sortant de l'église, elle a marché dans les rues de Rouen. La nuit était douce, les lumières de la ville scintillaient. Au loin, la cathédrale se découpait dans le ciel. Mathilde a pensé à Saint-Rémy, aux rues qu'elle connaissait par cœur, aux visages familiers, à l'église où elle avait passé tant d'années. Elle ne ressentait plus de colère, plus de douleur aiguë, juste une tristesse paisible, une mélancolie qui faisait partie d'elle maintenant, comme une cicatrice qui ne disparaîtrait jamais, mais qui ne saignait plus. Elle avait appris quelque chose de fondamental dans cette épreuve. On ne peut pas vivre pour les autres. On ne peut pas construire son existence sur l'approbation d'une communauté. On ne peut pas sacrifier sa vérité pour la paix sociale. Parce que cette paix est une illusion. Et ce sacrifice est une lente mort de l'âme. Mathilde avait choisi de vivre, vraiment vivre, même si cela signifiait perdre tout ce qu'elle connaissait, même si cela signifiait recommencer à zéro, même si cela signifiait marcher seule. Elle était debout, elle était entière, elle était libre. Et c'était suffisant. Elle est rentrée chez elle ce soir-là, a préparé du thé, s'est assise près de la fenêtre. Elle a regardé les étoiles au-dessus des toits de Rouen. Et elle a souri. Pas un sourire de triomphe, pas un sourire de bonheur parfait, mais un sourire de paix. Le sourire de quelqu'un qui a traversé le feu et qui en est sorti transformé. Le sourire de quelqu'un qui sait maintenant que la vraie force ne vient pas de l'approbation des autres. Elle vient du silence intérieur où l'on apprend enfin à s'écouter soi-même. La. Le dimanche où tout a basculé, Mathilde Bergeron entra dans l'église de Saint-Rémy avec sa robe bleu marine, ignorant encore que ce jour marquerait la fin d'une vie et le début d'une autre. Jugée, rejetée, effacée par le silence de ceux qu'elle croyait siens, elle choisit de ne plus plier. Elle partit, perdit tout, travail, communauté, repères, mais gagna l'essentiel, elle-même. À Rouen, dans l'anonymat libérateur, elle retrouva la musique, la paix, la liberté fragile d'exister sans permission. Une histoire de courage, de rupture et de renaissance. Et vous? Avez-vous déjà osé briser le silence pour vivre vraiment? Abonnez-vous pour ne rien manquer de ces récits qui questionnent et laissez en commentaire votre propre expérience. Votre voix compte.